Dune 2, l'Empire contre-attaque de la nouvelle génération, le Seigneur des Anneaux de la nouvelle génération, le Dark Knight de la nouvelle génération, le Lawrence d'Arabie de la science-fiction. Est-ce que ces comparaisons très élogieuses qu'on a entendues depuis quelques jours disaient vrai? On va voir ça. Mais en attendant, moi je rajouterais celle-ci, je dirais Dune 2, le parrain de la science-fiction. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Alors pourquoi je fais référence au parrain? Eh bien je vous le dirai dans la partie spoiler en fin de vidéo. Donc, dire que j'attendais Dune 2 avec une impatience démesurée serait un doux euphémisme, tant je compte les jours depuis la claque du premier film et sa fin ultra frustrante, et tant on savait que ce qui nous attendait narrativement dans la suite de l'histoire, que j'ai lu entre-temps, j'ai pas pu me retenir, eh bien ça allait être épique comme pas permis. Voilà pourquoi je fondais énormément d'espoir sur ce Dune 2 que j'attendais comme le messie du blockbuster hollywoodien, le messie qui nous sauverait de toute la médiocrité artistique qui irrigue le cinéma de divertissement américain depuis quelques années, avec ses conseils d'administration qui contaminent les films à grand spectacle pour en faire des produits de consommation tout lisses. On ne va pas parler des films Marvel ou des derniers Star Wars pour ne citer que cela, donc oui, j'étais chaud bouillant, hypé, confiant, tout ce que vous voulez pour découvrir enfin un beau et grand spectacle de science-fiction au cinéma. Je suis allé voir le film en IMAX à 25 € la place pour m'en prendre plein la gueule, et je dois bien vous avouer que toute cette attente aurait pu se solder par une grosse déception, mais il n'en est rien. Alors je vous préviens, je vais peut-être pas être super original dans mon appréciation du film, au vu de l'avalanche d'avis positifs qu'il a reçu, mais en même temps, moi je suis pas là pour faire le malin et nager à contre-courant juste pour me rendre intéressant, je suis là pour être honnête et vous donner mon avis sincère, donc oui, Dune 2 est une claque cosmique, un film de science-fiction immense, un chef-d'œuvre, je ne sais pas encore, il faudrait que je retourne le voir pour vérifier, mais pour l'instant, j'ai déjà envie de dire que Dune 2 est une expérience de cinéma totale, un film qui arrive à mêler aussi bien l'intime que le spectaculaire, de manière complètement organique. Un film qui nous immerge totalement dans sa mythologie, un film qui conjugue l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme quand Villeneuve nous rappelle que l'élément le plus infime, comme un fœtus dans le ventre d'une mère, a autant d'influence et d'importance que le plus grand ver des sables. D'ailleurs, un petit côté mystique qui ne manque pas de nous rappeler 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, si vous n'aviez pas du tout aimé le premier Dune, je ne suis pas sûr que vous aimerez beaucoup plus celui-là. Ça reste vraiment une continuité du premier film, dans son approche stylistique et dans le ton très premier degré. Voilà, il n'y a pas beaucoup de moments de légèreté dans le film. Les enjeux sont plus corsés, oui, mais il n'y a pas vraiment de rupture avec ce qu'on voyait dans le premier opus, au point de se dire que c'est un film complètement différent. Denis Villeneuve s'est lancé dans un pari ultra risqué, parce que adapter Dune au cinéma en 2021 ou 2024, c'était partir avec un désavantage énorme, puisque l'histoire de Dune a tellement influencé tous les films de science-fiction les plus connus depuis les années 60, voilà, les Star Wars, Avatar, etc., que faire Dune aujourd'hui, eh bien, c'était prendre le risque de faire quelque chose de déjà vu, de familier, sans grande nouveauté et avec un schéma narratif éculé, connu de tous, à savoir le mythe campbellien avec le voyage du héros et cette quête de l'élu qui épousera la cause des opprimés pour venir les sauver de leur destin funeste. Sauf que ça, c'était sans compter sur Dune 2 et l'intelligence de Villeneuve à adapter le roman pour mieux changer certains éléments et rendre son film plus complexe. Dune 1 était une très belle introduction et une exposition nécessaire pour bien poser les bases des enjeux de l'univers de Frank Herbert, mais Dune 2 passe la seconde et nous plonge encore plus profond au cœur du conflit et nous emmène sur des chemins plus tortueux. Et Denis Villeneuve s'est vraiment emparé du livre de Frank Herbert avec respect et sérieux pour développer parfaitement toutes les thématiques et délivrer un spectacle des plus épiques, aussi bien sur le fond que sur la forme. Le parcours des personnages est épique parce qu'il prend des directions inattendues, entre manipulation et trahison, qui bousculent notre perception du schéma classique du monomythe pour apporter plus d'ambiguïté et de complexité à la narration. La mise en scène est épique parce que Denis Villeneuve continue de filmer la planète Arrakis avec intelligence,
en adoptant des mouvements de caméra posés et soignés, des cadrages qui construisent des rapports d'échelle vertigineux, mais sans jamais oublier l'humain au centre de tout son univers, et bien sûr des décors palpables qui renforcent le réalisme et le gigantisme des environnements. Je prends juste l'exemple de cette scène fabuleuse où Paul Atreides doit monter un ver des sables, le Shai Hulud. Cette scène est absolument impressionnante et nous colle à notre fauteuil. Pourquoi? Parce que Denis Villeneuve utilise tout d'abord un sound design très puissant pour renforcer la sensation de vitesse avec le bruit du vent, du sable qui déferle comme ça sur Paul Atreides, mais aussi parce qu'il privilégie des plans fixes qui nous donne l'illusion que la caméra est accrochée, harnachée au ver des sables, et c'est vraiment grâce à ça qu'on ressent tout le poids et la puissance de l'animal, et de cette manière, eh bien, ça nous donne la sensation d'être complètement accroché avec Paul sur ce monstre géant, c'est juste incroyable. Ce qui fait que Dune 2 est au-dessus du lot en termes de films de science-fiction, eh bien, c'est le fait que Denis Villeneuve insiste vraiment sur toute la dimension politique et religieuse du récit, pour apporter une réflexion sur le pouvoir et le danger du fanatisme. Alors, bien sûr, c'était déjà dans le livre, mais je trouve que Denis Villeneuve appuie encore plus sur ces thèmes-là pour vraiment faire de Dune 2 un film de science-fiction très politique, vraiment noir, vraiment pessimiste, et qui questionne la notion de figure messianique en rappelant à quel point la religion est un outil redoutable pour manipuler les foules. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, eh bien, je pense que vous risquez d'être un petit peu déstabilisé par la trajectoire de certains personnages. C'est en ça que le film s'éloigne d'un blockbuster lambda, c'est dans ce côté non manichéen de l'histoire, entre les gentils et les méchants. Voilà, c'est plus complexe que ça, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on peut comparer Dune 2 éventuellement à Lawrence d'Arabie, c'est-à-dire dans sa manière de dépeindre la complexité d'un héros plein d'ambiguïté. Même moi qui avais lu le livre, je me suis fait limite un peu surprendre par la tournure des événements, parce que je n'avais pas forcément vu les choses sous cet angle-là, enfin en tout cas je n'avais pas vu les choses sous un angle aussi noir que ça, en lisant le premier livre, hein, pour être honnête. Et voilà, la force de Denis Villeneuve, c'est d'être arrivé à s'emparer de toute cette densité thématique pour modifier certains moments clés de l'histoire, certains pivots, et rendre son film encore plus cinégénique, et servir au mieux l'arc narratif de ces personnages. Des personnages servis par des performances d'acteurs absolument impeccables. Timothée Chalamet, avec son physique juvénile de gringalet de 40 kg, eh bien, il transpire le charisme par tous les pores. La scène de son speech devant tous les Fremen, il en impose grave, c'est juste hallucinant, il te fout les frissons. Rebecca Ferguson en Dame Jessica amène parfaitement tout ce côté trouble et énigmatique à son personnage. Javier Bardem en illuminé fanatique, j'adore. Austin Butler est menaçant, flippant, imposant, avec des scènes de combat viscérales et ultra bien chorégraphiées. Et puis alors celle qui m'a brisé mon petit cœur, c'est Zendaya. J'en dirai pas plus pour éviter les spoilers, mais elle est vraiment le cœur émotionnel du film, et elle joue d'une manière où elle arrive à faire passer beaucoup d'émotions uniquement dans son regard. Elle m'a touché, elle m'a bouleversé, j'ai adoré ce personnage. Elle incarne la pureté, elle incarne la morale dans cet océan de corruption et de machination. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte le film, c'est-à-dire que ceux qui ont le cœur pur et qui ont une certaine éthique, une certaine morale, comme Chani ou le duc Leto, le père de Paul Atreides, eh bien, sont considérés comme trop faibles pour faire partie du jeu politique et sont par conséquent écartés ou mis de côté. Alors au niveau de la musique, on est dans la continuité de ce qu'avait proposé Hans Zimmer sur le premier film, mais sans grande nouveauté, j'ai trouvé, mis à part peut-être un thème qui me semble être nouveau, ou alors peut-être plus abouti, plus développé, et qu'on pourrait identifier comme le Love Theme, ou le thème de Chani, et qui est vraiment le morceau musical le plus émouvant du film. Le seul truc un peu négatif que je pourrais reprocher au film, c'est peut-être la bataille finale, que j'ai trouvée un peu courte. J'aurais voulu que ça prenne plus de temps, que ça prenne plus d'ampleur. J'ai trouvé que c'était un peu expéditif, mais c'est vraiment du pinaillage. Alors avant de passer à la partie spoiler, je voudrais juste rappeler que Denis Villeneuve aura quand même accompli 2 exploits, en tout cas selon moi, c'est-à-dire faire une suite plus que correcte à l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma, Blade Runner, parce que oui, je considère Blade Runner 2049 comme un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots. Et deuxième exploit, eh bien, adapter ce qui est réputé comme le livre de science-fiction ultime, sur lequel tout le monde s'est cassé les dents. Alejandro Jodorowsky s'est cassé les dents dessus dans les années 70, sans pouvoir concrétiser sa vision. David Lynch a accouché d'un film intéressant sur certains points, oui,
mais il a surtout accouché d'un film malade, abîmé par son producteur Dino De Laurentiis. Il est cool le David Lynch, hein, mais il est loin d'être parfait et de représenter l'adaptation cinématographique définitive de Dune, à mon sens. Et je ne vous parle même pas de la série télé de la fin des années 90, qui est d'ailleurs dispo sur Amazon, et qui est une adaptation littérale du livre, mais qui est très loin d'être convaincante sur le plan de la mise en scène, des effets spéciaux, des décors, du jeu d'acteurs, etc. Enfin bref, ça fait surtout très téléfilm. Donc à tous ceux qui pourraient faire la fine bouche devant ce qu'a accompli Denis Villeneuve, franchement, j'ai juste envie de vous dire... Qu'est-ce qu'il vous faut, quoi? Parce que adapter Dune avec tous ces enjeux politiques, religieux, philosophiques, amoureux, écologiques, de manière aussi digeste et limpide que ce qu'il a fait, faut être quand même sacrément doué. Donc tout ça pour dire que j'espère que les gens se rendront compte de ce qu'ils ont devant leurs yeux, de l'élégance de la mise en scène, du soin apporté aussi bien sur le fond que sur la forme. Voilà, alors on a beaucoup reproché à Denis Villeneuve son style visuel trop minimaliste, avec ses décors trop épurés pour un film de science-fiction comme Dune, et des nuances de couleurs très réduites, etc. Déjà, c'est pas forcément vrai, mais je crois surtout qu'on s'est tellement mangé d'effets spéciaux numériques bien criards et outranciers à toutes les sauces depuis des années dans les blockbusters qu'on a oublié que parfois less is better et qu'une approche plus sobre, bah, c'est bien aussi. Alors ok, pour certains c'est peut-être pas assez riche visuellement, mais en attendant, l'univers de Denis Villeneuve, eh bien, on y croit, il est tangible, il est là, il existe, tout fait vrai, tout fait authentique, tout est palpable dans son film, on a l'impression que cette planète Arrakis existe réellement. Désolé, je sais que je vais tirer sur une ambulance, mais ça change quand même vachement de Rebel Moon de Zack Snyder et son prétendu nouveau Star Wars, complètement boursouflé aux effets numériques dégueulasses et au fond vert totalement naze, sans aucune profondeur pour ses personnages et avec un style visuel ultra cheapos à mort. Et bon, je parle de Rebel Moon parce que c'est l'exemple de film de science-fiction le plus récent. Et c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre, le contraste est assez saisissant, quoi. C'est comme si on passait d'un steak haché avarié surgelé à un couscous royal fait maison avec merguez, brochettes de poulet, boulettes et les meilleurs légumes du marché, c'est-à-dire quelque chose de bien consistant et de nourrissant. Voilà, désolé pour les végétariens, mais au moins vous avez compris la métaphore. Voilà, on rentre maintenant dans la partie spoiler, donc attention, spoiler, voilà, si vous ne voulez pas vous gâcher le film avec ses surprises et ses intrigues, eh bien arrêtez immédiatement et allez un petit peu plus loin dans la vidéo à ce timecode là. Donc, spoiler, je voulais vous faire cette petite partie spoiler pour vous dire pourquoi ce film m'a fait quelque part penser au Parrain de Francis Ford Coppola. Voilà, Dune 2 m'a fait penser au premier Parrain parce que, eh bien, par rapport à la trajectoire du personnage de Paul Atreides, c'est-à-dire l'histoire d'un homme qui hérite d'un pouvoir qu'il ne désire pas et qu'il rejette de prime abord, puis qui va finalement se laisser séduire par lui grâce au concours de sa famille pour devenir un leader charismatique, froid, calculateur, voire dictatorial, et qui va entraîner tout le monde dans la guerre et le sang. Un pouvoir qui vient se heurter à son amour, à sa fiancée, un pouvoir qui prendra le dessus sur tout le reste, quitte à laisser en retrait celle qu'il aime, Chani, comme à la fin du Parrain, quand la porte se referme sur Diane Keaton, eh bien le personnage de Chani est quelque part, elle aussi, mise hors jeu, presque abandonnée au profit du propre intérêt de son fiancé, puisque Paul Atreides décide par calcul politique d'épouser la fille de l'empereur pour obtenir le trône et devenir le chef suprême. Et puis, ça se termine presque comme dans le Parrain, avec cette dernière image sur le regard bouleversé et tourmenté de Zendaya face au désert, qui m'a énormément fait penser au regard tourmenté de Diane Keaton quand la porte se referme sur elle, quand elle regarde Michael Corleone dans son bureau. Donc, ouais, quelque part, on pourrait presque dire que Dune 2, c'est un petit peu le Parrain de la science-fiction. Voilà, sans être aussi bien, évidemment, sans atteindre ce même niveau, n'exagérons rien, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis, je voulais aussi parler d'une différence majeure entre le livre et le film, c'est la mort du baron Harkonnen. Dans le bouquin, c'était la sœur de Paul qui le tuait, c'est-à-dire Anna Taylor-Joy, que l'on voit subrepticement dans une vision. Et là, dans le film, eh bien, c'est Paul lui-même qui s'en occupe, et je trouve ce choix d'adaptation plutôt ingénieux, plutôt satisfaisant en termes d'accomplissement de personnage, puisque là, on a vraiment ce sentiment de vengeance qui est concrétisé jusqu'au bout,
Voilà, plutôt que de faire une ellipse assez longue dans le temps pour attendre que la sœur de Paul atteigne l'âge de 12 ans ou 15 ans, je ne sais plus, pour tuer cet homme avec lequel elle n'a pas vraiment eu de rapport. Donc je pense que ce choix était assez judicieux, et s'il ne l'avait pas fait, eh bien, je pense que ça aurait apporté une problématique en termes de rythme. D'ailleurs, la révélation sur le baron Harkonnen, eh bien, c'est du pur Star Wars, hein, puisqu'on est quasiment dans le même twist que dans l'Empire contre-attaque, avec le fait que eh bien, le grand méchant de l'histoire soit en réalité le grand-père de Paul Atreides, comme Dark Vador était le père de Luke. Et c'est là où tu te dis que oui, adapter Dune aujourd'hui au cinéma, eh bien, c'était compliqué de par tous ces éléments familiers qu'on a déjà vus et qui ont déjà été exploités dans d'autres films. Mais j'ai envie de dire que malgré tout ça, Dune 2 réussit le tour de force de quand même nous surprendre, de nous faire vivre une expérience de cinéma grandiose, dense, thématiquement riche, bouleversante et avec un soin esthétique inédit dans le paysage du blockbuster américain. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Dune 2 4,5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dune 2 dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un chef-d'œuvre ou la déception de l'année? On en débat, on en discute toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Et d'ici là, continuez à fréquenter les salles obscures. Et moi, en attendant, je vais me précipiter sur la suite en bouquin, Le Messie de Dune.